Passons à l'exercice numéro 52, où il est question de démontrer que cette application est un isomorphisme. Et puis après, je vous demande d'apporter des commentaires à ce qu'on aura démontré. Ces commentaires ils seront évidemment liés au fait que cette application est bijective. Bon, le commentaire que je vous demande est plus précis dans l'énoncé, mais là je dis commentaire de façon un peu plus vague. Alors, on va déjà commencer par démontrer que cette application est un isomorphisme entre Rn de x et Rn plus 1. Donc pour ça, il va y avoir plusieurs choses à démontrer. La première chose à démontrer, c'est déjà que la fonction phi est une application linéaire. Donc isomorphisme, il y a évidemment iso pour bijectif, mais il y a aussi morphisme pour linéaire. Un isomorphisme n'est pas une application qui est simplement bijective. C'est bijective et linéaire. Bon, alors ça c'est jamais très difficile. Il faut juste faire attention au contexte dans lequel on se place. Ici, on travaille avec des R espaces vectoriels, donc les scalaires vont être réels. Et on se donne deux vecteurs dans l'espace vectoriel de départ. Donc un vecteur, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc voilà le contexte. On se donne deux scalaires et deux polynômes. Et on doit calculer phi d'une combinaison linéaire de ces deux polynômes et regarder ce qu'on obtient. Donc là, c'est parti. On calcule phi de alpha p plus bêta q. On regarde ce que c'est. Ce qu'on obtient, c'est un n plus 1 uplet. C'est le n plus 1 uplet des valeurs de ce polynôme évaluées sur les points x0, xn. Donc je vais juste écrire les deux premières, enfin la première coordonnée et la dernière coordonnée. Voilà. Et maintenant, je vais regarder ce que je manipule ici. Cette égalité, elle vit où? C'est une égalité d'n uplet, d'n plus 1 uplet, pardon, à terme réel. Donc on va appliquer maintenant les lois des n plus 1 uplet. Alors déjà, chaque composante, je peux la simplifier en alpha p de x0 plus bêta q de x0, etc. jusqu'à alpha p de xn plus bêta q de xn. Et maintenant, on va utiliser les règles de calcul dans Rn plus 1. On sait que dans Rn plus 1, la somme des vecteurs, c'est la somme des composantes. Et on peut factoriser un terme qui est en facteur de chacune des composantes. Donc on va bien récupérer alpha p de x0 jusqu'à p de xn, qui me permet de récupérer alpha p de x0, alpha p de x1, alpha p de xn, plus bêta multiplié par le n plus 1 uplet, q de x0, q de xn. Puisque ça me permet de récupérer le n plus 1 uplet, enfin bêta q de x0, bêta q de xn. Quand on ajoute composante par composante, avec les lois de Rn plus 1, on obtient l'expression ci-dessus. Là, on reconnaît phi de p, et pour l'autre, on reconnaît phi de q. Donc, on obtient que l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. On obtient donc bien que l'application phi est une application linéaire de l'espace vectoriel Rn de x à valeur dans l'espace vectoriel Rn plus 1. Donc voilà ce qu'on peut déjà dire d'emblée. Alors après linéaire, on doit montrer que cette application est un isomorphisme. Alors pour isomorphisme, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Mais ici, comme on travaille dans un espace vectoriel de dimension finie, je vais tout de suite regarder ce qui se passe au sujet des dimensions. Alors la dimension de Rn de x, comme son nom ne l'indique pas, c'est n plus 1, puisque la base canonique, 1, x, etc., x puissance n, contient n plus 1 vecteurs. Et la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, Rn plus 1, c'est aussi n plus 1. Moralité, on sait que dans ce cas-là, puisque j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée qu'on est en dimension finie, on peut dire que l'application phi est une application bijective si et seulement si l'application phi est injective. C'est-à-dire que montrer l'injectivité, c'est montrer la bijectivité. C'est aussi équivalent à dire, d'après le cours, que phi est surjective. Donc on a cette chaîne d'équivalence dans notre cours. Et maintenant, ça va être à nous de l'utiliser. Alors, moi, je sens que l'injectivité va être plus facile
à calculer ici, puisque l'injectivité, c'est juste chercher les vecteurs qui sont dans le noyau. Et si on arrive à démontrer qu'il n'y a que le polynôme nul dans le noyau, c'est réglé. Donc je vais me concentrer sur le noyau de phi pour montrer que l'application est injective. Je vais donc prendre P, un polynôme de Rn de x, qui est dans le noyau, donc tel que phi de P est égal à 0. Alors 0, attention, 0 c'est le 0 de l'espace d'arrivée, c'est le 0 de Rn plus 1. Alors je vais l'écrire, puisque cette égalité, elle a cours dans Rn plus 1. L'objectif, c'est de voir ce que je peux dire du polynôme P. J'espère montrer que le polynôme P, c'est en fait le polynôme nul. Donc j'écris déjà ce que c'est que cette égalité. Là pour l'instant, je n'ai pas passé encore le cap des notations. Donc cette égalité, c'est cette égalité-là. Donc ça, c'est une égalité dans Rn plus 1. Donc on se pose tout de suite la question, qu'est-ce que ça veut dire que 2n plus 1 uplets sont égaux? Cela signifie que toutes les composantes sont égales. Donc on va récupérer que quel que soit k compris entre 0 et n, p de xk est égal à 0. Si vous préférez écrire en extension, on vient de récupérer que p de x0 est égal à 0, que p de x1 est égal à 0, etc. jusqu'à p de xn est égal à 0. Voilà, avant de m'embêter, là, qu'est-ce que je dois montrer, je dois trouver qui est le polynôme p, et je dois montrer que p c'est nécessairement le polynôme nul si on est dans cette condition-là. Alors évidemment, il ne faut pas brader, c'est là qu'on vous attend. C'est-à-dire que là, si vous dites oui, bon, enfin, oui, on a ça, si vous ne le justifiez pas, c'est mort. Donc là, c'est le point clé de la justification. Qu'est-ce qu'on peut dire du polynôme p à cette heure? Quand on sait que le polynôme p s'annule en certains points, on peut parler de racine. Donc voilà ce qu'on peut dire avec ceci, c'est que x0, x1, xn sont des racines du polynôme p. Mais c'est des racines 2 à 2 distinctes, puisque l'énoncé souligne bien que les xk sont des nombres 2 à 2 distincts. Donc on a ici des racines 2 à 2 distinctes de p. Ce qui veut donc dire que on a n plus 1 racine 2 à 2 distinctes de p. Voilà ce que l'énoncé a mis en évidence. On a n plus 1 racine 2 à 2 distinctes. Et on sait également que le degré de p, il est inférieur ou égal à n. Donc manifestement, d'après le cours, si un polynôme de degré inférieur ou égal à n possède n plus 1 racine 2 à 2 distinctes, eh bien c'est nécessairement le polynôme nul. Puisqu'un polynôme non nul de Rn de x, d'après le cours, a au plus n plus 1 racine. Donc comme le polynôme qu'on a là, il a au moins n plus 1 racine et qu'il est de degré plus petit que n, eh bien c'est que c'est forcément le polynôme nul. Là je parle du polynôme nul, ça c'est un polynôme, ça c'est le polynôme nul. Donc là on l'a justifié maintenant proprement. Moralité, on a pris un polynôme p qui était dans l'image de phi, on a montré que ce polynôme était nul, on vient donc de démontrer que le noyau de phi est inclus dans le singleton 0. Mais comme 0 fait forcément partie du noyau de phi, puisque le noyau de phi est un espace vectoriel, eh bien, on a l'égalité. Noyau de phi est égal à 0, ce qui permet de valider que cette application est injective, et étant donné les conditions qu'on a mises ici, l'application phi est donc bien une application bijective. Moralité, l'application phi elle est linéaire et elle réalise une bijection entre ces deux espaces-là, donc on vient de démontrer que phi est un isomorphisme entre Rn de x et Rn plus 1. Donc on vient de montrer que phi est un isomorphisme. Alors, pour la deuxième question, on vous demande, étant donné un n plus 1 uplet de Rn plus 1, montrer qu'il existe un polynôme p tel que p de x0 égale y0, p de x1 égale, etc. C'est évidemment la réponse à la question, on a vu dans le cours, on sait que ça existe, c'est le polynôme interpolateur de Lagrange au point x0, xn, interpolant en les points y0, yn. Mais en fait, là, on vient de démontrer l'existence et l'unicité de ce polynôme interpolateur, puisqu'on vient de démontrer que cette application est un isomorphisme, donc elle est bijective. Donc si je prends un y0, yn, un n plus 1 uplet de réel, un n plus 1 uplet de réel, c'est un élément de l'ensemble d'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il existe un unique polynôme p appartenant à Rn de x qui va être son antécédent, c'est-à-dire tel que phi de p est égal à ce y0, etc., yn. Donc ça, on a montré
on a montré l'existence de ce polynôme sans avoir à ferrailler avec la surjectivité, puisque la surjectivité est la conséquence de l'injectivité et de l'égalité des dimensions. Donc on vient de démontrer qu'il existe un et un seul polynôme de degré inférieur ou égal à n qui vérifie cette condition-là. Or cette condition, on l'a vu, c'est dire que P de x0 est égal à y0, P de xn est égal à yn. On vient de démontrer l'existence et l'unicité d'un polynôme interpolateur de Lagrange au point xi interpolant en les points yi. Et on n'a pas eu besoin de l'exhiber comme on l'avait fait dans le cours sur les polynômes à l'époque, où on avait dû montrer son existence en disant bah oui c'est lui, on est capable de le construire. Là on a vu que la caractérisation des isomorphismes, c'est-à-dire ce qui est caché, la formule Durand permet de montrer l'existence de tels polynômes sans avoir à les identifier. Donc c'est une jolie application de la formule Durand pour montrer l'existence et l'unicité des polynômes interpolateurs de Lagrange. L'exercice numéro 63 va nous permettre de reparler de projecteurs d'un espace vectoriel. Alors, plus précisément, on se donne un espace vectoriel de dimension n et deux endomorphismes de E, a priori quelconques, qui vérifient ces contraintes-là. Donc leur somme est égale à l'identité, et la somme de leur rang est plus petit que n. Alors l'objectif est de démontrer que P et Q sont des projecteurs, et visiblement on a une question intermédiaire pour ça, c'est cette question-là. Alors on va déjà collecter nos hypothèses pour bien prendre la main sur l'énoncé. Donc on a deux endomorphismes P et Q de E. On sait que la somme de ces deux endomorphismes, c'est l'identité de E. Et on a une relation sur leur rang. Le rang de P plus le rang de Q est inférieur ou égal à n. Alors la première question, c'est montrer que l'image de P plus l'image de Q est égale à E. Alors nous on a des renseignements sur P plus Q, et plus exactement sur l'image de P plus Q, puisque on peut noter que l'image de P plus Q, c'est l'image de l'identité. L'image de P plus Q, c'est l'image de l'identité. Et l'identité étant une application bijective de E dans E, l'image de l'identité de E, c'est l'espace vectoriel E. Mais on sait qu'il y a un lien entre l'image de P plus Q et les espaces vectoriels qui sont ici. Je m'explique. L'image de P plus Q, c'est l'ensemble des vecteurs qui vont s'écrire P plus Q de x, c'est-à-dire P de x plus Q de x. Donc par définition, cet espace vectoriel-là est inclus dans l'image de P plus l'image de Q. Puisqu'un élément qui est dans l'image de P plus l'image de Q, il va s'écrire comme la somme d'un élément de l'image de P et de la somme d'un élément de l'image de Q. Donc il va s'écrire sous la forme P de A plus Q de B. Attention, il n'y a pas d'obligation que A soit égal à B. Ce qui justifie justement qu'on ait cette inclusion. Mais là, vous voyez quelque chose de sympathique, c'est que ceci est un sous-espace vectoriel de E, ceci est un sous-espace vectoriel de E. Une somme de sous-espaces vectoriels de E est donc un sous-espace vectoriel de E. Or, l'espace vectoriel dont on est parti, c'est l'espace vectoriel E. Donc regardez ce qu'on obtient, c'est assez chouette. On obtient que E est égal à ça, qui est inclus dans ça, qui est inclus dans E. Donc on est parti de lui et on arrivait à récupérer avec des inclusions ceci. Ça implique quoi? Ça implique que ces inclusions, en fait, ici, ne sont pas des inclusions. Ces inclusions sont en fait des égalités. Puisque si ces inclusions n'étaient pas des égalités, ça voudrait dire qu'à un moment donné, on montre que E est strictement inclus dans E, ce qui est évidemment complètement absurde. Donc, ce qu'on récupère ici, c'est des égalités, c'est-à-dire que l'image de P plus Q est égale à l'image de P plus l'image de Q est égale à E. Voilà ce qu'on récupère. Alors, on note que c'est directement la réponse à la première question. On vient de démontrer que l'image de P plus l'image de Q est égale à E. Alors, je vais montrer qu'on a même un tout petit peu mieux. Je vais démontrer que non seulement on a cette relation-là, mais que en plus, les sous-espaces vectoriels qui sont ici sont supplémentaires. Et pour ça, je vais m'aider des dimensions. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'égalité qui est ici, qu'on a déjà manipulée dans un exercice où il était question de montrer
une espèce d'inégalité triangulaire. Je m'explique. Ces deux espaces vectoriels sont égaux, donc ils ont les mêmes dimensions. La dimension de cet espace vectoriel, on sait que c'est le rang de P plus Q. Donc ceci va être égal à la dimension de la somme de ces deux espaces vectoriels, l'image de P plus l'image de Q. Dès lors, je peux appliquer la formule de Grassmann qui me dit que la dimension d'une somme, c'est la dimension de l'image de P, qui vaut le rang de P, plus la dimension de l'image de Q, qui vaut le rang de Q, moins la dimension de l'intersection de ces deux espaces vectoriels. C'est cet espace-là que je vise. Puisque moi, j'aimerais montrer que ces deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe, donc j'aimerais démontrer que leur intersection est réduite au vecteur nul. Je vais me servir de cette égalité et je vais déjà exploiter ce que j'ai en hypothèse. P plus Q, c'est l'application de l'identité de E. Le rang de l'identité de E, c'est N, puisque c'est la dimension de l'image de E, et l'image de l'identité de E, c'est E, donc on obtient un espace de dimension N. Donc voilà, on obtient déjà cette relation-là. Et je sais aussi que le rang de P plus le rang de Q est supérieur ou égal à N. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que si je dispose maintenant les termes différemment dans cette relation, je vais récupérer que la dimension de l'image de P plus l'image de Q, cette dimension-là, elle va donc être égale à ce truc-là, rang de P plus rang de Q, moins le rang de P plus Q, c'est-à-dire moins N. J'ai dit que c'était supérieur ou égal à N, c'est évidemment une bêtise, coquille, hein, vous l'avez évidemment noté ici. Donc comme ce terme-là est plus petit que n et ce terme-là vaut n, la différence elle est donc inférieure ou égale à 0. Donc ça veut dire que la dimension de cet espace vectoriel est inférieure ou égale à 0. Enfin, si la dimension de cet espace vectoriel est inférieure ou égale à 0, ça veut dire qu'il est de dimension 0, puisque la dimension c'est forcément un entier naturel. Donc on récupère la dimension de l'intersection image de P, interimage de Q est égale à 0. Or, des espaces vectoriels de dimension 0, il n'y en a qu'un, le singleton vecteur nul. Moralité, on récupère que leur intersection est réduite au singleton vecteur nul, donc on a quelque chose de plus. On vient non seulement de démontrer que l'image de P plus l'image de Q était égale à E, mais en plus on vient de démontrer que ces deux sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe. Donc ils sont tous les deux supplémentaires de E. Alors ça c'est plutôt chouette parce que ça va me permettre d'utiliser quelque part des résultats d'unicité. Et les résultats d'unicité, vous savez que c'est des machineries à montrer des égalités. Donc on va s'en servir évidemment largement. Alors maintenant on va pouvoir passer à la dernière question, où il est question de montrer que P et Q sont des projecteurs, c'est-à-dire, je vous rappelle, on doit montrer que P rond P, ou P carré, ou P2, si vous préférez, est égal à P, et que Q rond Q est égal à Q. On doit montrer ces relations-là. Et là, vous allez voir que je vais utiliser ma machinerie unicité avec la relation qui me donne une relation quantitative entre P et Q. C'est d'ailleurs la seule relation quantitative qu'on ait dans l'exercice. Donc, j'utilise cette relation quantitative en disant, eh bien, je sais que pour n'importe quel vecteur y appartenant à E, je peux dire que y est égal à P de y plus Q de y. J'ai cette relation qui est valable quel que soit y appartenant à E. Eh bien moi, cette relation-là, je vais l'utiliser pour des vecteurs particuliers. Déjà, je me fixe un vecteur de E, et mon objectif, c'est de montrer que pour ce vecteur quelconque de E, j'ai P rond P de x qui est égal à P de x. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire cette égalité-là en remplaçant y par P de x, ce que je peux bien faire, puisque ceci est valable pour tous les vecteurs de E. Donc je vais récupérer, grâce à la relation du dessus, en remplaçant y par P de x, je vais récupérer donc P de x plus P de P de x, plus Q de P de x. Je récupère cette égalité. Or, si vous regardez bien où vivent les différents objets,
Ce terme-là est dans l'image de P. Ce terme-là est lui aussi dans l'image de P. Et le terme qui est ici est dans l'image de Q. Je pense que je suis en mesure d'appliquer ma machinerie à montrer des égalités. Puisque là, j'ai une somme de vecteurs avec un vecteur dans l'image de P et dans l'image de Q. Et là, si j'ajoute artificiellement le vecteur nul de E, j'ai aussi une somme de vecteurs où l'un est dans l'image de Q et l'autre est dans l'image de P. Je peux donc dire que comme les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, la décomposition dans une somme est unique. Et donc cette unicité va me permettre d'écrire deux égalités. Je récupère d'une part que Q rond P de x est égal à 0 pour ce vecteur de E qui est quelconque, mais également que P de x est égal à P de x. Donc cette égalité-là nous permet de démontrer deux choses. On a pris un vecteur x de E quelconque, on a réussi à démontrer que P rond P était égal à P. Donc on vient de démontrer cette égalité-là en tant qu'égalité sur L2E, puisqu'on a démontré que pour tout x appartenant à E, P rond P de x était égal à P de x. J'insiste bien sur le fait que là j'ai pris un vecteur complètement arbitraire de E. Donc c'est gagné. On vient de démontrer au final que quel que soit x appartenant à E, P de x était égal à P de x. Donc, on vient de démontrer que P rond P est égal à P. On vient donc de démontrer que P est un projecteur. Alors évidemment, vous pouvez faire le même genre de travail en remplaçant ici y par q de x. Si vous remplacez y par q de x, je vous laisse le faire. Vous allez récupérer q de x est égal à P rond q de x plus q rond q de x, en ajoutant artificiellement le vecteur nul qui va être dans l'image de P. Vous pouvez identifier les parties qui sont dans l'image de P et les parties qui sont dans l'image de Q à cause de l'unicité qu'on a démontrée, et vous allez démontrer de la même façon que Q rond Q est égal à Q. Vous pouvez aussi, pour conclure, dire que comme P est un projecteur et P plus Q est égal à identité, par propriété de cours, on a vu que Q était aussi un projecteur, et c'était même, on l'avait dit, le projecteur associé à P. Voilà pour cet exercice, et voilà pour une manière d'utiliser un résultat d'unicité pour montrer des égalités. L'exercice numéro 68 nous fait étudier l'équivalence entre deux propriétés. Donc on a un espace vectoriel de dimension n, un endomorphisme de E, et on veut démontrer que ces deux propriétés sont équivalentes. Donc là, on va déjà procéder comme on fait habituellement pour démontrer l'équivalence entre deux propriétés. On va montrer l'implication directe et on va montrer l'implication réciproque séparément. Donc quand on montre l'implication directe, on dit ce qu'on suppose. Supposons, c'est important, c'est notre hypothèse. Elle ne fait pas tout, c'est sûr, mais c'est notre hypothèse. Supposons que le noyau de f est égal à l'image de f. Et maintenant qu'on sait ce qu'on va supposer, on va se concentrer sur ce qu'on doit démontrer. Ce qu'on doit démontrer, c'est que f rond f est égal à la fonction nulle d'une part, et que le rang de f, c'est n sur 2 d'autre part. Bon, alors on va déjà démontrer par exemple que cette application est nulle. Ici, comme il n'y a pas de base qui se dégage, on va faire un raisonnement général. Je vais prendre un vecteur x dans E, et je vais déjà regarder si je suis capable, avec les informations qui sont ici, de calculer f2 de x. On va déjà regarder. Et si ça n'est pas le cas, alors on travaillera de façon plus précise, mais c'est un peu prématuré. Donc j'écris déjà ce que c'est par définition f2 de x, c'est f de x. Et ça, j'aimerais bien démontrer que c'est le vecteur nul de E. Comme je suis coincé, je vais immédiatement regarder ce que je sais, ce qui se limite à pas grand-chose. J'ai un endomorphisme en dimension n, et j'ai l'égalité entre le noyau et l'image. Alors c'est gagné, puisque le vecteur qui est là, lui, il a deux casquettes. f de x est, par définition même, l'image d'un vecteur de E, donc il est dans l'image de f, puisque l'image de f collecte l'image de tous les vecteurs de E. Or, par hypothèse, l'image de f, c'est le noyau de f. Donc quand j'applique f à un vecteur qui est dans le noyau de f, je sais que ce que je vais obtenir, c'est 0. J'ai pris un vecteur quelconque dans E, je me suis engagé à montrer que l'image de ce vecteur par f2 est nulle. Mission accomplie. On vient donc de démontrer que pour tout vecteur x de E, f2 de x est nul.
Donc, on vient de démontrer que l'application F2 est l'application nulle. Bon. Déjà, ça c'est fait. Alors, il nous reste à démontrer maintenant que le rang de F, c'est égal à n sur 2. Étant donné qu'on a une information entre le noyau et l'image, il faut tout de suite penser à une application de la formule du rang, qui permet de relier les deux. Donc la formule du rang, déjà, on peut l'appliquer puisque l'espace vectoriel E de départ de F est de dimension finie. Donc on applique notre formule du rang. Donc la formule du rang nous dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est égal à la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F, que je peux écrire sous la forme rang de F. Or, je sais que par hypothèse, le noyau est égal à l'image, et que la dimension de E, c'est n. Donc la dimension de noyau de F, c'est aussi la dimension de l'image de F, c'est donc aussi le rang de F. Donc cette formule-là va donner le rang de F plus rang de F, c'est-à-dire n va être égal à 2 rang de F. Ce qu'il fallait démontrer. Donc on a déjà démontré l'implication directe. L'implication réciproque ne va pas être plus difficile, on va le voir. On suppose qu'on a f rond f qui est égal à 0 et on a n qui est égal à 2 rangs de f. L'objectif est de démontrer que l'image de f est égale au noyau de f. Donc, ça c'est ce qu'on suppose, ça c'est ce qu'on doit démontrer. Alors je vais me contenter d'écrire ce que je dois démontrer, histoire de me mettre dans le bain. Montrons que ker f est égal à l'image de f. On regarde ce qu'on manipule, on doit montrer l'égalité entre deux espaces vectoriels, donc deux ensembles. C'est une égalité d'ensemble. Une égalité d'ensemble, maintenant attention, il y a deux façons de le voir. Soit on traite le raisonnement par double inclusion, soit on regarde inclusion et égalité des dimensions. Alors pour ça, il faut avoir des renseignements sur les dimensions. Or, là, des renseignements sur les dimensions, on en a, puisqu'on sait que la dimension de l'image de f, c'est le rang, donc cette information porte déjà directement sur les dimensions. Donc je vais déjà voir si je suis capable de montrer l'égalité des dimensions, puisque dans ce cas-là, une inclusion sera suffisante. Donc je vais utiliser la formule du rang, cette formule qui est là, que j'ai déjà écrite, qui me donne justement des liens entre les différents objets. Donc si j'applique la formule du rang, je vais récupérer donc que la dimension de E, qui est égale à n, est égale à la dimension du noyau de f, plus le rang de f. Donc ça, c'est ce que me dit la formule du rang, qui est la dimension de l'image. Or, on sait par hypothèse que le rang de f est égal à n sur 2. Donc, je vais récupérer que on a cette relation-là, ce qui permet de dire directement que la dimension du noyau de f est égale à n sur 2, puisque n moins n sur 2, ça fait n sur 2. C'est-à-dire c'est égal au rang de f, puisque le rang de f vaut par hypothèse n sur 2, c'est-à-dire c'est égal à la dimension de l'image de f. Donc on vient d'établir, grâce à la formule du rang, que la dimension du noyau est égale à la dimension de l'image. Moralité, comme les dimensions sont égales, si on montre juste une inclusion entre ces deux ensembles, c'est gagné. Alors cette inclusion, elle pourrait venir de quoi? De la relation qui est ici, puisqu'on sait que quand on a des compositions, on a des inclusions universelles qui se dégagent. Effectivement, cette égalité-là, elle dit quoi? Elle dit que f rond f est égal à 0. Donc, j'affirme que l'image de f est incluse dans le noyau de f. On sait que cette relation-là entraîne cette relation-là. On a même d'ailleurs la réciproque qui est vraie. Je le démontre. Je prends un vecteur qui est dans l'image de f. Un vecteur qui est dans l'image de f s'écrit donc comme l'image d'un vecteur de E. Donc je prends un vecteur qui est dans l'image de f. Donc il va s'écrire tout naturellement f de x où x appartient à E. Je dois montrer que n'importe quel vecteur de l'image est dans le noyau. Je vais donc appliquer f à ce vecteur de l'image. J'obtiens que cela donne f de 2x, qui est égal à 0, puisque f rond f, c'est l'application nulle. Moralité, on vient de démontrer que l'image de tout vecteur de E est dans le noyau de f. On vient donc de démontrer que l'image de f est incluse dans le noyau de f. On a donc, pour résumer, l'égalité des dimensions et une inclusion. Eh bien, par égalité des dimensions et inclusion,
On obtient donc l'égalité des espaces vectoriels. Donc voilà un exercice qui est relativement élémentaire, qui vient vraiment traduire les outils du cours lorsqu'on est en dimension finie et qu'on a des renseignements sur les dimensions. La plupart des raisonnements sont court-circuités par les théorèmes qui permettent d'utiliser directement les inclusions universelles. Occupons-nous maintenant du cas de l'exercice numéro 75, où il est question de travailler avec 3 espaces vectoriels de dimension finie, 2 applications linéaires. Bon, là, je crois qu'il est temps de bien faire le schéma relationnel qui nous permet de parler de ça concrètement. Donc j'ai une application qui va de E dans F, c'est l'application U, et une application qui va de F dans G, c'est l'application V. Donc ce sont des applications linéaires, et on me demande de démontrer que le rang de V rond U est égal au rang de V, si et seulement si j'ai cette égalité entre ces 2 espaces vectoriels. Alors là, j'ai une relation entre le rang d'une composée et le rang d'une application linéaire. Ça fait tout de suite écho à la formule du rang, mais pas à n'importe quelle formule du rang, bien que cet exercice, on peut le traiter de façon complètement élémentaire, en raisonnant par double implication, tout ça. Je vais vous montrer que ça appelle pour moi à appliquer la formule du rang, mais de façon intelligente. Ici, étant donné que vous avez une composition, je vais appliquer la formule du rang à une restriction. Alors, vous allez voir ce que j'entends par là. J'entends par là que l'application V qui est ici, lorsqu'on compose, puisque là on est en train d'étudier la composée V rond U, vous voyez bien que dans la composée V rond U, l'application V ici ne sera appliquée qu'à des vecteurs de l'image de U. Donc ça m'invite à restreindre l'application V à l'image de U et à appliquer plutôt la formule du rang à cette restriction. Donc je considère l'application qui est restreinte à l'image de U et qui à x associe V de x, puisque je vous rappelle que quand on travaille avec une restriction, on ne change pas la nature de la fonction, c'est toujours la fonction V, sauf qu'on va l'étudier uniquement sur l'espace vectoriel image de U. Donc on remplace simplement l'ensemble de départ par l'image de U. Et ce que je vais faire, avant de rentrer plus dans le détail de l'exercice ici, c'est d'appliquer à cette fonction-là la formule du rang. Alors la formule du rang, j'applique mon cours. La formule du rang dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ, qui est bien de dimension finie, puisque l'image de U est un sous-espace vectoriel de F qui est de dimension finie, donc il est lui-même de dimension finie. Donc la dimension de l'espace vectoriel de départ de cette fonction, la dimension de l'image de U, va être égale à la dimension du noyau de cette application-là. Il va falloir qu'on regarde ce que c'est que le noyau de cette application. Donc je vais tout de suite regarder ce que ça signifie que x est dans le noyau de V restreinte à l'image de U. Un vecteur est dans le noyau de cette application à quelles conditions? Le vecteur il doit déjà être dans l'espace vectoriel de départ d'une part, et il est tel que V de x est égal à 0. Si V de x est égal à 0, il doit être dans le noyau de V. Donc vous voyez que la restriction qui est là, ce sont les vecteurs qui sont dans l'image de U et dans le noyau de V. Donc vous obtenez naturellement une intersection. Il doit être dans les deux ensembles qui sont ici. Donc la formule du rang me dit que la dimension du noyau de cette application linéaire, c'est l'image de U inter le noyau de V. Alors il me reste ensuite à calculer le rang de cette application. Le rang, par définition, c'est la dimension de l'image de cette application. Alors c'est quoi l'image de cette restriction? L'image, on a dit que c'était l'ensemble des images par V de tous les éléments de l'ensemble de départ. Donc l'image autrement écrite, je peux l'écrire comme V de l'image de U. C'est l'image de tous les vecteurs de l'ensemble de départ par l'application V. Or, l'image de U, si je regarde ce que c'est l'image par U de tous les vecteurs de l'ensemble de départ. Donc l'image de U, je peux aussi l'écrire U de E, qui est une autre écriture. Et là, vous avez quoi? Vous avez l'image de tous les vecteurs de E par l'application V rond U.
Donc ceci est égal à l'image de V rond U. Donc la formule du rang me dit que le rang de cette restriction, eh bien c'est la dimension de l'image de V rond U. Donc voilà ce que donne la formule du rang qui est appliquée à cette restriction, rigoureusement. Alors, vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai appliqué la formule du rang à cette restriction, parce que ce qu'on obtient n'est pas inintéressant. On obtient que le rang de U est égal à la dimension de l'image de U inter le noyau de V plus le rang de l'application V rond U. Voilà ce qu'on obtient. Alors cette formule du rang qu'on a écrite ici, elle est très intéressante compte tenu des informations que l'on retrouve ici. Alors je m'explique. Si je veux démontrer par exemple l'implication directe, imaginez qu'on veut y démontrer par exemple qu'on ait cette implication-là. Alors on a déjà très clairement une inclusion universelle, hein, puisqu'on sait que image de U est un sous-espace vectoriel de F, noyau de U est un sous-espace vectoriel de F. Donc comme l'image de U et le noyau de V sont clairement des sous-espaces vectoriels de F, on obtient donc que leur somme, image de U plus noyau de V, est un sous-espace vectoriel de F. Donc en tant que sous-espace vectoriel de F, on dispose donc d'une inclusion naturelle, l'inclusion de cette somme dans F. Or, on sait bien que si par hasard on a l'égalité des dimensions, alors dans ce cas-là, cette inclusion sera une égalité. Or, est-ce que l'égalité des dimensions, je ne peux pas la faire naître de cette information sur la formule du rang et de l'égalité que j'ai en hypothèse. Donc, j'y viens. Pour faire rentrer l'application V dans le jeu, on va dire que comme le rang de V rond U est égal au rang de V, la relation qui est là, elle devient quoi, compte tenu de ce qu'on vient de rajouter ici? Donc elle devient que rang de U est égal à la dimension de l'intersection entre l'image de U et le noyau de V, plus le rang de V. Si maintenant j'applique la formule du rang à l'application V, on va récupérer quoi? Eh bien, on va récupérer que la dimension de F est égale au rang de V plus la dimension de ker V. Donc on va récupérer ici que le rang de U va donc être égal à la dimension de l'image de U inter noyau de V, plus donc le rang de V, on a dit, avec l'application de la formule du rang, c'est la dimension de F moins la dimension de ker V. Ça commence à prendre forme là. Regardez ce que vous avez ici. Vous avez le rang de U, qui est la dimension de l'image de U. Là, vous avez la dimension du noyau de V. Et là, vous avez l'intersection entre les deux. Ça fait beaucoup, ça. Ça ressemble quand même furieusement à ce qu'on obtient avec la formule de Grassmann. Je m'explique. Si j'isole la dimension de F dans un membre, dans l'autre membre, je vais avoir quoi? Je vais avoir la dimension de l'image de U, plus la dimension du noyau de V, moins la dimension de l'intersection entre l'image de U et le noyau de V. Moralité, on vient de démontrer que la dimension de F, grâce à la formule de Grassmann, c'est la dimension de la somme de l'image de U plus le noyau de V. On vient donc de démontrer que l'on a une inclusion, cette inclusion universelle, est l'égalité des dimensions, ce qu'on vient d'établir ici. Donc on vient de montrer l'égalité. On a donc bien achevé l'implication directe qui, grâce à cette formule du rang appliquée à la restriction, a permis d'atteindre l'égalité des dimensions. Passons maintenant à l'implication réciproque.
Pour montrer l'implication réciproque, on doit démontrer, sous hypothèse qui est là, l'égalité des rangs. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je ne peux pas utiliser cette égalité-là à travers l'égalité des dimensions qui est ici et m'en servir quelque part de façon intelligente? L'égalité de ces deux espaces vectoriels entraîne l'égalité des dimensions. L'égalité des dimensions, c'est ça. L'égalité des dimensions, c'est aussi ça. L'égalité des dimensions, c'est donc aussi ça. Donc je vais avoir cette relation-là. En remontant tout simplement le raisonnement, si j'ai l'égalité des dimensions, je récupère la formule qui est ici. Donc je vais dire, on a, grâce au raisonnement qu'on a fait précédemment, l'égalité des dimensions qui va donner, puisque l'hypothèse, je ne l'ai appliquée qu'à ce moment-là, pour passer de ça à ça. Donc là, je ne fais que traduire quelque part les informations. Je vais dire qu'on a, grâce au raisonnement précédent, que le rang de U est égal à la dimension de image de U inter noyau de V plus le rang de V. Voilà ce que je récupère ici de but en blanc en remontant simplement le raisonnement. Moi, l'objectif, c'est de démontrer que le rang de V rond U est égal au rang de V. Et là, je vais me servir maintenant de ma petite formule du rang. Ma formule du rang, là, je l'ai démontrée simplement avec la restriction. Je peux aussi dire que le rang de U, c'est la dimension de l'intersection de l'image de U et du noyau de V, plus le rang de V rond U. Donc ça, c'est ce que j'obtiens avec l'égalité des dimensions. J'applique la formule de Grassmann et la formule du rang sur V pour obtenir ça. Et la formule du rang appliquée à ma restriction me donne ça. Qu'est-ce que j'obtiens tout de suite? Regardez. On obtient tout de suite que le rang de V est égal au rang de V rond U. On vient donc bien de démontrer que si on a cette relation-là, on a en particulier les dimensions, donc on a la formule qui est ici. Et j'ai par ailleurs ma formule qui relie les deux rangs, qui me permet de conclure. Pour l'exercice numéro 66, où il est question de montrer l'équivalence entre ces deux propriétés, là encore, je vais court-circuiter le raisonnement qui relie une fonction f et sa fonction composée en appliquant la formule du rang à une restriction. Donc là, vous avez l'application f qui est un endomorphisme de E. L'application f rond f, on va donc appliquer 2 fois la fonction f qui est ici. Donc je vois tout de suite que cette fonction f là, la deuxième fonction qu'on applique, la fonction f quoi, la deuxième fois, elle va être en fait appliquée uniquement à des vecteurs de l'image de f. Donc ça paraît assez légitime pour prendre en compte la composition, de voir ce que donne la formule du rang quand on restreint f à l'image de f. Donc déjà, je définis proprement ce que c'est que cette application. C'est une application qui est restreinte à l'image de f, donc son ensemble de départ, c'est l'image de f, fonction à valeur dans E, qui a x associé f de x, puisque je répète, dans une restriction, par définition, on ne change que l'ensemble de départ. C'est la seule chose qu'on modifie dans la fonction. On ne change que l'ensemble de départ. Si j'applique la formule du rang à cette fonction linéaire, elle est linéaire parce que c'est la restriction d'une fonction linéaire, et je peux appliquer la formule du rang puisque l'ensemble de départ, l'image de f, est un sous-espace vectoriel de E, donc de dimension finie. J'obtiens que la dimension de l'espace vectoriel de départ, image de f, est égale à la dimension du noyau de cette application linéaire. Pour être dans le noyau de cette application linéaire, il faut, et c'est nécessaire, d'être dans l'image de f et de s'envoyer sur 0 par f. Donc si je regarde ce que c'est que le noyau de cette application, je vais l'appeler phi cette application pour formaliser les idées. Le noyau de cette application, c'est les vecteurs qui sont dans l'ensemble de départ de cette fonction, tel que f de x est égal à 0. Voilà la définition de notre objet. Donc ça veut dire que c'est les vecteurs qui sont dans l'image de f, d'une part, et d'autre part, qui sont dans le noyau de f. Puisque f de x est égal à 0, c'est traduit par cette relation. Donc c'est-à-dire ce sont les vecteurs qui sont dans l'image et dans le noyau de f. Le noyau
noyau de cette application linéaire, c'est donc kerf intérim f. Plus le rang de cette application. Le rang de phi, c'est la dimension de l'image de phi. Donc il faut déterminer ce que c'est que l'image de phi. L'image de phi, c'est l'image par cette fonction de tous les vecteurs de l'image de f. C'est donc f de l'image de f. L'image de f, c'est par définition l'image de tous les vecteurs par f de e. On récupère donc l'image de f carré. Donc là, on récupère la dimension de l'image de f carré. On obtient donc une formule qui relie la dimension de l'image de f et la dimension de l'image de f carré. Donc une formule qui relie le rang d'une application linéaire et le rang de l'une de ses composées. Une magnifique égalité. Alors là, vous allez me dire, hors sujet, puisque nous, on a plutôt des relations qui relient le noyau de f et le noyau de f carré. Alors, c'est pas du tout hors sujet, puisque si j'applique la formule du rang à f et à f2, je vais récupérer ici n moins la dimension du noyau de f. Ici, je vais récupérer n moins la dimension du noyau de f2, plus la dimension de kerf inter f. Donc j'obtiens une autre formule qui relie la dimension de ces deux espaces vectoriels-là, en passant la dimension du noyau de f2 dans le membre de gauche et la dimension du noyau de f dans le membre de droite. On récupère une formule, une égalité, hein, attention, hein, c'est pas n'importe quoi ce qu'on a récupéré. On récupère une égalité qui relie la dimension du noyau de f et du noyau de f2. Voilà ce qu'on obtient. Alors ça, c'est très intéressant compte tenu des informations que j'ai ici dans les implications. On se lance. On va faire les deux implications. Je pense qu'on peut les faire en parlant. Première implication. Donc je suppose ça, je dois démontrer ça. Donc je me concentre sur ce que je dois démontrer. Ce que je dois démontrer, c'est cette égalité entre espaces vectoriels. Pour montrer une égalité entre deux espaces vectoriels, soit on agit par double inclusion, soit on regarde inclusion et égalité des dimensions. Pour regarder si j'ai égalité des dimensions, pour avoir égalité des dimensions, il suffirait que la dimension de cet espace vectoriel soit nulle. C'est-à-dire il suffirait que lui soit réduit au vecteur nul. Oh, il l'est. Effectivement, comme ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires de E, ils sont en particulier en somme directe. J'ai donc l'intersection entre ces deux espaces vectoriels qui serait due au vecteur nul de E. Donc, la dimension de cet espace vectoriel est nulle. C'est que le singleton vecteur nul est le seul espace vectoriel de dimension nulle. Et donc, la dimension de kerf est égale à la dimension de kerf2. Donc, là, on récupère, cadeau gratuit, l'égalité des dimensions. Moralité, comme j'ai l'égalité des dimensions, si j'ai juste une inclusion entre le noyau de f, le noyau de f2, ou le noyau de f2 et le noyau de f, c'est gagné. Or, on a une inclusion universelle. On sait que le noyau de f est toujours inclus dans le noyau de f2. Effectivement, si je prends x tel que f de x est égal à 0, j'ai en particulier f de x qui est égal à 0, donc f de x qui est nul. Donc cette inclusion, elle est universelle. J'obtiens donc une inclusion universelle plus l'égalité des dimensions. Eh bien, ces deux relations-là me donnent l'égalité de kerf et de kerf2. Donc on voit qu'une fois qu'on a établi cette formule-là, on peut quasiment faire l'exercice en bavardant. Alors vous allez me dire, ça c'était que la première implication. La deuxième implication, elle est peut-être redoutable. Pouh. Non, non, non. Parce que si je suppose que kerf est égal à kerf2, je sais en particulier que ces deux espaces vectoriels ont la même dimension. Si je regarde ce que me donne cette formule-là, ce que me donne cette formule, c'est que la dimension de cet espace vectoriel est nulle. Voilà ce que me donne cette formule du rang appliqué à cette restriction. Or, on l'a dit, il n'y a qu'un seul espace vectoriel de dimension 0, c'est le singleton vecteur nul. Donc ici, cet espace vectoriel, c'est le singleton vecteur nul de E. Je sais déjà donc que les deux sous-espaces vectoriels noyau et image sont en somme directe. Si j'arrive à démontrer que la somme de leurs dimensions, c'est la dimension de E, alors dans ce cas-là, j'ai cette relation-là, par caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires en dimension finie. Mais ça, je l'ai.
c'est la formule du rang. La formule du rang, elle me garantit de quoi? La formule du rang, elle me garantit que la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est le rang de f plus la dimension du noyau de f. Donc au final, je sais que la dimension de E est égale à la dimension de l'image plus la dimension du noyau. Je sais que ces deux espaces vectoriels sont en somme directe. Je peux donc affirmer par théorème de mon cours que E est égal à KRF plus IMF. On a donc bien le théorème qui tombe tout seul. Donc on voit la puissance d'être capable d'appliquer la formule du rang à une restriction. Donc on peut énoncer une espèce, on peut démontrer une espèce de relation générale. C'est que si f est un sous-espace vectoriel de E, qu'est-ce qui se passe quand j'applique la formule du rang à cette restriction? On obtient que la dimension de f est égale à la dimension du noyau de cette fonction. Il y a le noyau de cette fonction, c'est les vecteurs qui sont dans l'ensemble de départ et qui s'envoient sur 0 par f. C'est donc l'intersection entre f et le noyau de f, plus la dimension de l'image de cette application. L'image de cette application, c'est f de f. Donc on voit de façon générale que quand on applique la formule du rang à une restriction, on obtient cette formule-là. Et cette formule, on la décline un petit peu comme on veut, selon les conditions de l'énoncé. On a vu comment faire quand on a une composition. On fait tout de suite le diagramme de la composition et on applique la formule du rang à celle qui est en queue au vecteur de l'image de celle-ci, puisque de fait, dans la composition, elle ne s'appliquera qu'à des vecteurs qui sont dans l'image de f.